Alors, des pistes pour progresser dans cette capacité au dialogue. Là, je n'ai pas inventé des choses décoiffantes, hein, je crois pas. C'est quand même dans nos expériences de formation répétées, le fait de simuler des mises en situation de communication, de dialogue, ça permet quand même, c'est une sacrée méthode de boulot, quoi. Voilà. Et pourquoi? Parce que à la fois, ça met chacun dans sa responsabilité de cheminement personnel, mais comme là, on est sur des projets où on ne travaille pas simplement à l'image de marque d'une boîte ou d'une marque, on travaille à l'image de marque d'une collectivité de personnes qui font le même métier. Donc, et cette communication ou ce dialogue, il va être porté par une multitude d'intervenants, mais qui doit finalement se mettre au service, chacun à son niveau, de l'image collective. Voilà. Donc, ces exercices permettent de chacun de faire son cheminement, de aussi jouer le jeu du déplacement vers l'autre. Et moi, je crois qu'on n'est jamais autant à l'aise dans sa communication que tant qu'on n'a pas fait l'effort de se dire, de se mettre à la place de l'autre. Et on peut avoir des jeux de rôle qui permettent ça aussi. Hein. Et puis le côté collectif, c'est au travers des exercices de débrief où on se commente entre soi et de manière constructive, ce ne sont pas des critiques bien évidemment, comment on peut avancer tous collectivement et les uns bénéficiant un peu des tâtonnements de l'autre, quoi. Et puis quand même, c'est de moins en moins le cas, mais il y a 15 ans, il a fallu faire un gros boulot d'explication sur les journalistes, comment ça fonctionne, parce que bon, tous les journalistes étaient des pourris, des chercheurs de scoop, des malhonnêtes, ils te faisaient dire ce que tu n'avais pas dit, enfin bon. Alors il y en a, mais globalement, il y en a aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas dans cette logique-là. Donc, et c'est la même chose aussi, quand on fait venir une intermondialiste dans nos formations, alors une fois de plus, je raisonne pour les formations dans la durée, après il faut voir ce qu'on peut transposer pour des formations plus courtes. Hein. Mais quand même, et aujourd'hui sur les végans, je pense que même si on fait des formations d'une demi-journée ou d'une journée sur ce sujet-là, il faut absolument passer 1 heure à expliquer gentiment ce que c'est un végan, ce que c'est que l'antispécisme, quelles sont les principales organisations qui portent ces idées, etc. Voilà. Donc, bon. Et puis parfois aussi, ça peut être intéressant d'écouter les autres, au-delà des détracteurs, ben, les autres relais d'opinion, hein, les élus, les politiques, des gens de la grande distribution, chez les éleveurs témoins bovin lait, on a fait des accueils d'acheteurs de lait de chez Leclerc. Ils n'étaient pas très loin du grand public de base. Hein. Au niveau des questions, et quoi les antibiotiques, qu'est-ce que bouffent les vaches, voilà. Donc, et ces gens-là, quand même, ceci dit, ils achètent des produits laitiers et ils les revendent. Bon. Donc, et puis aussi tout ce qui tourne autour des enseignants et tout ce qui est professionnel de santé. Enfin bon. Et l'idée d'avoir des éleveurs préparés mieux dans leurs bottes pour dialoguer, c'est aussi organiser plus facilement des portes ouvertes, des choses comme ça. C'est pas que faire des plateaux télé sur TF1, quoi. Voilà, ou la 5 plutôt. Au départ, quand on mettait dans une même salle des éleveurs, en plus qui sortaient la crise de la vache folle, donc, et en leur disant il faut communiquer, il faut comprendre le grand public et tout ça, très vite, quand on commençait à construire des arguments, ça devenait ouais mais c'est la faute de la PAC, que les subventions sont mal définies, donc on retombait dans les débats techniques. Donc le tabou absolu c'est de dire stop. Moi j'arrivais, je disais je suis consommateur, je comprends rien à ce que vous racontez, stop. Voilà. Donc, et on essayait de se remettre dans la place de l'autre qui n'avait pas toute cette connaissance de comment distribuer les subventions, comment fonctionne la politique agricole commune, etc. Et depuis, avec le temps, on s'est rendu compte que sur certains sujets, je prends 2 exemples. Celui par exemple de l'utilisation des hormones pour la synchronisation des chaleurs, de la reproduction chez les petits ruminants. Et on a fait venir une spécialiste de l'INRA, vraiment qui est une des spécialistes de ces questions-là. Et là, on s'est autorisé de passer 2 heures avec des éleveurs pour aller jusqu'au fond de la technique, pour bien comprendre qu'eux-mêmes sont au clair là-dessus. Mais sauf qu'on ne s'est pas arrêté là. On a dit, bon, maintenant que tout le monde a tout compris, vous n'avez plus de questions à la chercheuse, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Ok, là, on est en plein dedans, on a tout compris. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, si on s'adresse à une personne lambda, quoi. Qu'est-ce qu'on peut
décemment essayer d'expliquer, ce sur quoi il faut absolument renoncer parce que de toute façon c'est impossible. Voilà. Et donc c'est vrai que du coup, ces petits moments de technique, maintenant je me sens plus à l'aise avec la pratique pour leur permettre de l'avoir dans une formation à la com. La question du véganisme, avec des éleveurs témoins bovins, on l'a abordé en 2003. D'accord ? On sentait qu'il y avait un truc, mais j'aurais jamais imaginé que ça prenne l'ampleur que ça prend aujourd'hui, en tout cas en France. Bon. À ce moment-là, moi, je rasais les murs de la maison du lait, je ne me serais pas vanté de dire on travaille sur l'antispécisme, voilà, des gens qui ne veulent plus utiliser aucun produit animaux, même pas pour les chaussures ou la laine pour les vêtements, enfin ça. Et anti-élevage au maximum et tout ça. Bon, sauf que et les formations, du coup, il fallait, dans un premier temps, amener nos agriculteurs, nos éleveurs, à prendre conscience du début du risque. Bon, malheureusement, aujourd'hui, sauf si on est autiste, je crois que la question du statut de l'animal, véhiculée par les médias, mais de plus en plus dans les familles, hein, enfin, c'est pas rare dans les repas du dimanche aujourd'hui, y compris, et pas que dans le 9e arrondissement, au pied de Montmartre où j'habite, à Paris, y compris dans les régions et autres, d'avoir quelqu'un qui, parmi les jeunes, hein, qui a des vraies questions autour de ça. Voilà. Donc je réponds et je réponds pas, mais voilà. On a moins de choses à déminer, malheureusement, parce que ça commence, et c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt bon. Alors, on voit bien le problème, on est agacé, voilà, et surtout on est démuni. On est démuni. Et la difficulté, c'est comment dire, c'est compliqué, mais on a peut-être quand même quelques trucs à vous faire passer. Et ça, c'est ça qui est compliqué. Tous quasiment disent, mais surtout s'ils ont des mandats dans les conseils municipaux, dans les associations de parents d'élèves ou autres, on n'aborde plus du tout les réunions, les questions, les dialogues. C'est un peu une formation à la médiation. Hein. C'est pour ça que le mot com, on l'a un peu oublié, parce que la com, c'est un peu, allez, c'est de la technique, je mets les choses, c'est clair, c'est net, le dialogue, la médiation, c'est quand même plus sophistiqué. Donc, premier bénéfice, c'est à titre personnel, je pense que la plupart au fond du chemin. Et la deuxième, alors, elle est plus sérieuse, c'est que ça peut aller jusqu'à des réflexions et des remises en cause sur des pratiques d'élevage. Et la première remarque, on ne demande pas aux éleveurs je ne crois pas, de définir leur identité. Dans nos formations, je crois qu'on les accompagne pour qu'ils prennent conscience de toute l'identité qu'ils ont et de toutes les valeurs dont ils sont porteurs. Voilà. Parce qu'ils ont tellement de valeurs implicites en eux qu'ils n'ont pas le réflexe de les dire. Et pourtant, beaucoup de ces valeurs correspondent à des demandes de la société. Sans le savoir. La règle, c'est qu'on met en avant ses atouts, sans dire après, mais c'est juste beaucoup mieux que mon voisin qui ne fait pas comme moi. J'arrivais à faire des formations avec, donc par exemple, tous les élevages liés au sol, les bovins notamment, jamais ils vont dire, les éleveurs qui sont préparés à ça, c'est pas comme le hors-sol, c'est pas comme l'atelier de porc. On s'arrête juste avant. D'accord ? Et on ne ment pas. Simplement, on n'utilise pas la différence de l'autre. On n'est pas dans une course de démarcation. On cherche ce qui nous fédère. Enfin, le parti pris, c'est travailler pour toutes les formes d'élevage. Ceux qui opposent les systèmes entre eux, ce sont tous les autres. Et le binaire, c'est pas la vie, le binaire. Le tout bon d'un côté, le tout mauvais de l'autre, ça n'existe pas. C'est facile, intellectuellement, c'est facile. Attention, nous-mêmes, ne nous mettons pas dans le super vertueux et le super pourri. Dans tous les métiers, il y a un moment donné, on peut faire de la communication, de l'information, du dialogue sympathique, mais en général, il faut quand même lâcher sur quelques points qui, de toute façon, ne correspondent pas à ce qui est souhaitable. Bon, voilà. Et tous les élevages ont des zones de vulnérabilité. C'est sûr que l'élevage de petits ruminants, je pense que bon, ils sont en train de travailler à l'INRA sur les alternatives, sur l'effet mâle ou sur la lumière et tout. Le jour où on se passera d'hormones pour la synchronisation des chaleurs, ça sera vraiment mieux pour tout le monde. Voilà, c'est tout. L'ensilage de maïs, par exemple, bon, qui peut faire débat. Il y a des gens qui pensent que c'est très mauvais, que le tout herbe c'est beaucoup mieux. On a le droit. En revanche, dans la communication, nous, dans l'information qu'on fait sur l'ensilage de maïs,
On rappelle simplement que ce n'est pas du maïs OGM, parce que de toute façon il n'est pas planté en France, et en Europe, surtout en France, et que par ailleurs, ça reste quand même un fourrage, c'est pas aussi bien que de l'herbe fraîche, mais c'est pas des farines animales, parce que souvent dans la tête des gens, le maïs en silage c'est aussi horrible que les farines animales qu'on a données aux vaches. Je travaille plutôt pour des organisations d'éleveurs, donc on fait le pari que les premiers, d'abord les plus légitimes aujourd'hui, ceux qui ont le moins de problèmes d'image, malgré tout, dans les filières alimentaires et d'élevage, sont les éleveurs. Bon, même s'ils sont critiqués par-ci. Bon, globalement, ils ont quand même plutôt une bonne notoriété. Toutes les études d'opinion faites par Interbev, Le CNIEL ou autres montrent que finalement l'image des éleveurs elle est plutôt bien, quoi. Bon. La logique très verticale de raisonner filière par filière pour faire la promotion, pour se défendre, elle est un peu en train d'éclater. Parce que les questions sociétales, elles sont transfilières. Voilà. Et les questions qui se posent aujourd'hui, elles ne se posent pas spécifiquement aux vaches laitières, pas spécifiquement aux lapins, pas spécifiquement aux porcs, même s'il y a quelques questions spécifiques. Mais globalement, c'est qu'est-ce qu'on fait des animaux aujourd'hui? Est-ce qu'on les élève? Comment? Est-ce qu'on a le droit de les élever? Pour l'environnement, c'est un peu la même chose. Hein. Pour aussi l'efficacité alimentaire, nutritionnelle chez l'homme, est-ce que les produits animaux sont les mieux passés par rapport aux végétaux? Enfin, pour moi, il y a vraiment une solidarité de fait dans la promotion et la défense des produits alimentaires d'origine animale pour l'homme. Voilà. Et d'un point de vue pédagogique, ça peut être très intéressant aussi à l'échelle régionale et dans des formations, dans des dynamiques de formation, de mélanger des éleveurs qui ont des productions très différentes. Parce que souvent, on parle de l'incompréhension des non-agricoles ou non-éleveurs de nos métiers, mais quand on mélange des éleveurs, ça m'est arrivé, on se rend compte qu'on a la même incompréhension entre eux. Discuter directement avec les végans, c'est impossible. De toute façon, ils sont contre l'élevage. Donc, c'est pas pour un autre élevage, c'est contre l'élevage. Donc, bon. En revanche, les affronter directement, c'est très difficile, ça m'est arrivé d'essayer de discuter avec, c'est compliqué. En revanche, ils sont quand même de plus en plus écoutés. Voilà, c'est tout. Et il ne vous a pas échappé que malgré tout, ils sont reconnus de plus en plus comme des lanceurs d'alerte officiels, légitimes, crus par les journalistes, par les pouvoirs publics. Donc, une partie de la population entend leur message. Donc voilà, à nous aussi de nous dire que cette partie de la population-là, il faut aussi délivrer des messages peut-être un peu différents sur l'élevage. D'intégrer dans des formations peut-être plus techniques, plus sur le projet, une composante de formation grand public via le grand public est peut-être quand même une bonne piste. Parce que, comme ça a été un peu dit, c'est difficile de recruter des éleveurs pour les faire venir à une formation spécifique, comment je parle à la société, comment je me défends et tout ça, alors qu'intégrer ça, c'est peut-être comme on en a parlé un peu avec Christelle, mais à petite dose, puisque la question se pose quand vous travaillez sur les diagnostics, ils vous disent mais alors maintenant on fait super bien, on a des chiffres et tout, et comment vous valorisez ça? Et on peut retourner la question en disant mais comment toi tu peux valoriser ça? Et ça peut être un élément de la formation aussi, ce dialogue en public. Oui,